On dirait dessus. So good you would not know it was done by a woman. Tu es fada ou quoi? Eh bien, je crois qu'il a éveillé en moi des forces que je ne soupçonnais You have to have a pas. lot of passion. I have a dream. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Roland Gomez, le directeur général de Proman, le premier acteur sur le marché de l'emploi temporaire en France et le numéro 4 en Europe, avec un chiffre d'affaires aux alentours de 2,7 milliards d'euros. Un chiffre colossal, et pourtant, Proman est né dans le sud de la France, à Manosque, plus exactement. Alors comment en sont-ils arrivés là ? Roland nous raconte le début, la création, les difficultés, le succès grandissant, les valeurs qui sont restées les mêmes au fil des années. Je vous invite à écouter la belle histoire de cette entreprise 100% familiale du sud de la France, présente aujourd'hui dans le monde entier. Une vraie fierté pour notre région et un très beau modèle de réussite. J'ai été impressionnée par Roland, qui malgré le fait d'être à la tête d'un empire, il me parle avec beaucoup de bienveillance et de modestie. Il est à l'image de l'entreprise qu'il dirige, posé, réfléchi, humain. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Roland. Bonjour Mia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci à Nicolas Ruth de nous avoir mis en relation. Donc je suis ici à Manosque, je suis super contente d'être là et d'en savoir plus sur Proman et surtout sur toi. Donc on va commencer tout de suite par qui tu es, ton enfance. Déjà je suis ravi de te recevoir à Manosque sur nos terres natales en tout cas de l'entreprise. Moi je me présente, donc je suis Roland Gomez, j'ai 47 ans cette année, j'ai 3 enfants. Et si tu veux, je peux te parler un peu de mon enfance. Alors mon enfance, elle est pas manosquine. Je suis né à Montluçon dans l'Allier. Dans une première vie professionnelle, mes parents, mon papa plus particulièrement, était tuyauteur chaudronnier. Il était autodidacte de métier. Et pendant une vingtaine d'années, on a bourlingué un petit peu aux quatre coins de la France, voire du monde, pour aller sur des chantiers où il occupait des postes divers et variés. En l'occurrence, je suis né en 1972 et cette année-là, il y avait du côté de Montluçon des grosses unités de construction agroalimentaire qui se montaient et mon père travaillait là. J'ai eu une enfance plutôt sympa où on s'est baladé en Suisse, aux quatre coins de la France et puis on a aussi vécu 4 ans à Cuba, ce qui nous a fait une belle expérience pour mes parents qui en ont profité beaucoup parce qu'à leur âge, c'était une belle expérience humaine et professionnelle. Et moi, j'en ai profité aussi pour faire à l'époque, on disait cours élémentaire, c'est-à-dire la première année d'école ou le cours élémentaire, dans une classe espagnole avec une petite tunique, avec un petit béret, dans le Cuba, qui était le vrai Cuba de Fidel Castro, donc dans les années 75, 76. Ça Donc doit c'était être plutôt impressionnant comme expérience. C'était chouette. Et donc, Tu avais quel âge à l'époque ? là, j'avais entre 4 et 8 ans à la louche, c'est à peu près ça. Donc, j'ai appris à parler, avant de parler très très bien le français, ou en tout cas, j'ai aussi appris l'espagnol. Et j'en ai gardé quelques traces et plus récemment ça me sert bien puisqu'on s'est déployé en Espagne l'année dernière et ça revient petit à petit. Donc j'ai grandi, j'ai une enfance sympa, j'ai grandi un peu de partout comme je te le disais, puis on s'est posé pendant une dizaine d'années dans le Médoc, en France bien sûr, parce que dans le Médoc tout le monde pense tout de suite au vin. C'est une région très connue, mais il n'y avait pas que ça. Là aussi, il y avait une industrie, cette fois-ci pétrochimique. Il y avait une grosse unité Shell, une raffinerie Shell au bord du fleuve, à Pauillac. Et là, mon père était patron d'un sous-traitant spécialisé dans la maintenance industrielle. Et on y est resté jusqu'en 1989-90, qui est la date du moment où mon père a eu l'idée de revenir cette fois-ci à Manosque et de créer Proman. Voilà. J'ai un frère qui est plus jeune que moi, on a 12 ans d'écart, qui s'appelle Romain, qui travaille avec nous. Et puis j'ai, comme je l'ai dit, 3 enfants. J'ai eu la bonne idée de donner mon prénom à mon fils,
accessoirement, c'était la même idée que mon père avait eue, sauf que là, ça commence à faire beaucoup, puisqu'on s'appelle tous les trois Roland, mon père, mon fils et moi. Je suis pas sûr que ça soit super facile de porter le prénom à la fois de son grand-père et à la fois de son père quand on... Alors, pourquoi tu l'as fait? Parce que j'étais super fier d'abord, et puis que c'est peut-être pas super facile aujourd'hui quand on a 17, 18, 19 ans. J'espère que ça le deviendra. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir et j'étais fier de lui donner le même prénom que son grand-père. Est-ce que ça a été facile pour toi de le porter, ce prénom? C'est une bonne question, Mia, je crois pas. Pas toujours, en tout cas, puisque quand on est fils d'eux et qu'on porte le même prénom que son papa et qu'on travaille en famille et que l'on a le poids de l'histoire, le poids de la création et tout ce qui s'ensuit, c'est pas toujours facile. Et puis moi, j'avais un deuxième inconvénient, c'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit, bon, ben, il va se faire un prénom. Bon, ben pour moi, c'était un peu plus compliqué de me faire un prénom. J'avais le même prénom que mon père. Donc, il a fallu que je le fasse différemment. Mais je crois que tout le monde me reconnaît de par mon prénom qui est le même. Mais en fait, on a deux manières. Mon père, on dit Monsieur Gomez et moi, on dit Roland. Étant donné que je suis dans l'entreprise depuis toujours, on m'appelle Roland. Et je crois que son prénom, on se le fait surtout par l'exemplarité et le travail qu'on génère. Et la valeur en tout cas, ou ce que l'on essaye de bien faire. Et c'est ainsi qu'on arrive à se faire un prénom et à être reconnu, j'imagine. Oui, bien sûr. Et pour revenir à tes études, donc tu les fais... Alors mes études, tu vas voir, c'est assez simple. Mes études, je les ai fait un tout petit peu de partout. J'ai fait mes années de lycée à Pauillac, puis ensuite j'ai terminé à Bordeaux. J'ai passé mon bac à Saint-Brieuc, en Bretagne, parce que j'ai rencontré la mère de mes enfants, de mes 3 enfants, Laure, qui est bretonne, et j'ai fait mon année de terminale à Saint-Brieuc. J'ai obtenu un baccalauréat B, à l'époque réputé le meilleur et le plus difficile, réservé aux élites, tels que ceux qui peuvent avoir un baccalauréat B, dont je fais partie. Je plaisante évidemment, parce qu'après les études, elles se sont arrêtées assez vite. Ensuite, j'ai fait un BTS, à l'époque, on appelait ça Action Co ou Force de Vente. Par contre, c'était assez innovant parce que j'ai fait un BTS, c'était la première année où ils faisaient ça en alternance. Ah oui, ok. Et tu auras deviné dans quelle entreprise j'ai fait l'alternance. Elle s'appelait déjà Proman et elle venait d'ouvrir. Donc j'ai fait ce BTS. Et j'ai fait ensuite l'école des cadres du travail temporaire, qui était une école, qui est toujours une école spécialisée pour les dirigeants, mais pas que, qui se destinent à travailler dans le milieu du travail temporaire, dans toutes les fonctions commerciales, gestion et recrutement. Ok. Et alors pour l'histoire, tu commençais donc à dire ton père qui a créé, donc qui a eu l'idée de la création de Proman. Alors déjà pourquoi revenir dans le sud? Pourquoi ne pas rester un peu sur les terres où il a voyagé? Et d'où vient cette idée? Alors tu vas voir, il y a toujours plein de concours de circonstances. Mon père est quelqu'un de... si on parle un petit peu de l'histoire, c'est vrai que c'est mon père qui a eu l'idée de créer Proman. On était à Pauillac, on était bien installés et la fameuse raffinerie Shell dont je t'ai parlé a été démantelée. Donc ils ont décidé de la fermer, ce qui était accessoirement pas une mauvaise chose d'un point de vue visuel, qui était une grosse unité industrielle plantée juste à côté des vignes. Et à ce moment-là, là où mon père était occupé et où il passait 15 heures de ses journées, on lui dit c'est démonté, il n'y en a plus et on la rapatrie dans le sud de la France. Et là, il a eu un déclic, il s'est dit je crois que c'est le moment peut-être de voler de mes propres ailes et de créer une entreprise. Il avait observé dans son activité qu'il y avait beaucoup de prêt de main-d'œuvre, de mise à disposition de personnel, mais ça ne s'appelait pas toujours du travail temporaire. Le travail temporaire existait déjà, mais il y avait aussi dans son environnement beaucoup de personnes qui étaient entre guillemets des faux sous-traitants. Et il avait identifié que le métier du travail temporaire avait vocation à se développer, à se structurer, et que c'était sans doute un bon métier pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale pour lui. Accessoirement, il ne connaissait pas très bien ce métier, il n'en avait pas la connaissance et il n'avait pas les dispositions de base pour pouvoir réussir. C'était une vraie aventure. D'accord, donc toi tu es arrivé tout de suite à ses côtés dès ses débuts, donc en alternance.
Vous étiez quoi, 2 dans la boîte? Alors non, parce que sinon on va se faire engueuler. On n'était pas 2, il y en avait même une troisième et elle prenait beaucoup de place. C'est ma maman. Donc, si jamais ma maman elle écoute le podcast, ça fait depuis quelques minutes, j'ai pas prononcé son nom, donc elle va On la vouloir. salue, on l'embrasse. On peut l'embrasser très très fort. Ma maman, c'est Evelyne Gomez. Et elle était là, et je crois que derrière toute aventure, il y a une femme, et l'aventure de mes parents, elle est vraiment totalement liée. Les deux sont totalement liés. Et donc, dans cette première agence qui naît en 1990, mes parents commencent, c'est mon père qui a l'idée effectivement, mais ils commencent à travailler tous les deux ensemble, avec un collaborateur qui est embauché, et un apprenti, le garçon qui est là pour les aider, c'est moi. Voilà. Et donc, l'entreprise naît en 1990 et j'arrive au printemps-été 1991. Donc, au tout début, elle avait à peine quelques mois. Ok, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les premiers qu'on fait quand tu lances une entreprise dans le travail temporaire? Alors, quand tu lances une entreprise dans le travail temporaire, sans faire de business plan, sans faire d'études particulières, et que tu décides de l'implanter à Manosque, qui est a priori pas, et il y a 30 ans encore moins, le pôle d'activité économique le plus marqué. Et puis quand tu as des connaissances dans l'industrie, et en particulier dans l'industrie pétrochimique, puisque c'est tout ce parcours précédent. C'est pas à Manosque qu'il y a beaucoup de raffineries ou d'unités industrielles. Quand tu l'as créé juste à l'aube de la guerre du Golfe, juste au moment où les amis que tu as dans ce milieu-là pourraient t'aider mais ne pourront pas t'aider, eh ben, c'est compliqué. Le démarrage a été compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est une expression un peu basique, mais il faut amorcer la pompe. Amorcer la pompe, c'est quoi? C'est commencer à trouver les premiers clients et les premiers intérimaires qu'on va détacher ces clients et puis commencer à générer les premiers francs de chiffre d'affaires, essayer de comprendre comment administrativement, juridiquement, on va arriver à bien faire le métier. C'est un métier qui est passionnant puisque notre métier, c'est simplement, c'est ce que je dis aux enfants, c'est de trouver du travail aux autres, de les aider à trouver du travail. Donc, tiens, aujourd'hui plus particulièrement, mais de tout temps, avoir un job qui consiste à trouver du travail aux autres, donc à leur donner de quoi vivre, de quoi se développer, de quoi se former, c'est plutôt merveilleux. Donc on commence à faire ça. Et puis avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de tâtonnement. Les débuts seront difficiles, bien évidemment, quand on part from scratch avec rien. Mais ça fait une belle aventure et puis ça donne surtout les bases. Ça donne de belles fondations. Voilà. Niveau financier, vous avez fait comment au tout début? C'est les banques qui vous ont aidé? Vous aviez un peu d'argent à mettre dedans? Alors, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je crois qu'on peut raconter l'anecdote. Le banquier auquel mon papa s'adresse lui dit est-ce que c'était aussi peut-être un peu pour le dissuader de créer l'entreprise? Il lui dit non, mais il faut créer une SA. Mais la SA, c'était 250 000 francs de capital, contrairement à la SARL, si je me souviens bien, où c'était 50 000, donc beaucoup plus. Mes parents avaient un tout petit peu d'économie et ils ont dû s'adosser beaucoup aux banques et mettre en gage les biens qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais les banquiers, et en l'occurrence plus particulièrement un réseau bancaire, et sans doute un homme derrière ce réseau bancaire, parce que derrière chaque banque, il y a des hommes, derrière chaque entreprise, il y a des hommes. Et il y a un banquier qui nous a particulièrement aidés au départ, c'est le Crédit Agricole, qui a fait tous les financements et qui surtout nous a aidés dans les 3 premières années, parce que les 3 premières années étaient tellement compliquées que si le banquier avait fermé les robinets, comme on dit, je crois qu'on ne serait pas là pour raconter l'histoire de Proman 30 ans après, qui est devenu un acteur majeur en Europe, voire dans le monde, dans le métier du travail temporaire. Effectivement, ça n'a plus rien à voir, Proman, j'imagine, de ce que c'était le début, et c'est normal. Et aujourd'hui, en plus, c'est toujours un autofinancement, si je ne me trompe pas. Alors on est toujours, et ça c'est notre marque de fabrique, je vais répondre à ta question, on est toujours 100% familial, donc ça c'est très important parce que je trouve que dans une entreprise familiale comme la nôtre, mes parents, mon frère, moi et l'ensemble des collaborateurs, détenir encore 100% du capital est une grande
est quelque chose de très précieux, hein. On vient de vivre une crise particulièrement difficile et nous la vivons encore au jour d'aujourd'hui. Quand on est dans une entreprise familiale, on a toutes les problématiques à gérer, mais à minima, on n'a pas les problématiques de l'actionnaire financier qui est là et qui exige des décisions, pas forcément des décisions de bon sens, et qui ont des conséquences sur le quotidien de l'entreprise et sur les collaborateurs qui accompagnent l'histoire. Donc on est toujours 100% familial. En autofinancement, pas tout à fait. Nous avons des capitaux propres très bons. Pour autant, nous avons parfois besoin de faire appel à nos partenaires bancaires qui nous permettent notamment de faire des acquisitions en France ou à l'étranger. Et aujourd'hui, on fait un peu de dette pour faire les acquisitions. L'argent n'est pas très cher, hein, ça a échappé à personne. Donc plutôt que de se découvrir de nos fonds propres et de notre trésorerie, on souscrit aussi un petit peu à l'emprunt. Ok, et pour revenir au tout début de Proman, tu faisais quoi toi exactement? C'était quoi ton rôle donc en tant qu'alternant et puis après quand tu as fini ton alternance Alors, quand j'ai commencé chez Proman, je faisais tout ce que j'étais capable de faire, c'est-à-dire que j'avais à peine 18 ans et hormis mes jobs d'été que mon père m'a fait faire, et je l'en remercie parce que ça a été aussi ça très fondateur de savoir ce que c'est que le travail, hein. Le travail y compris manuel, on peut toujours l'imaginer, mais mon père m'a fait les jobs d'été tels que trier des pavés dans la cour des châteaux, tels que monter des étagères, tels que travailler dans des quincailleries, les vieilles quincailleries françaises d'il y a longtemps. Bah, tout ça, ça donne le sens du travail. Au lieu de l'imaginer, on le goûte, on y met les mains dedans et ça c'était bien. Qu'est-ce que je faisais ? Je faisais un peu tout pour être honnête. On était 3 ou 4 dans cette première agence, j'étais tout jeune et je faisais tout. J'ai démarré à faire l'administratif, à faire les premiers recrutements, je faisais le coursier, je faisais tout et n'importe quoi. Et puis j'étais surtout j'avais très soif d'apprendre. C'est-à-dire que personne ne connaissait parfaitement le métier et toutes ses spécificités, toutes ses particularités. Et je me suis beaucoup intéressé à tout comprendre, à pitcher un petit peu les autres, comment ils faisaient, à aller chercher les méthodologies, etc. C'est pour ça qu'après, je fais l'école des cadres du travail temporaire où je vais y aller en tant qu'étudiant, mais en tant qu'étudiant un peu averti, puisque papa et maman ont déjà une entreprise et j'y suis déjà. Donc, tous les aspects que l'on traite, je les vois différemment puisque je les fais vivre au quotidien. Donc j'ai fait plein de choses, mais globalement, j'ai commencé sur de l'administratif, ensuite du recrutement. Ce sont les tâches de base de l'agence de travail temporaire. Le recrutement est très important puisque c'est là qu'on sélectionne et donne envie aux meilleurs collaborateurs intérimaires de venir chez nous. Et puis ensuite, je suis passé à une partie un peu plus commerciale. Et ce qu'il faut noter, c'est que chez Proman, on a toujours gardé ça et aujourd'hui aussi, c'est une grande polyvalence. On est dans un job où on recrute, on gère et on vend, dans un sens ou dans l'autre, et on est polyvalent sur ces 3 secteurs. Donc moi, mon plaisir, c'était de tout faire, jusqu'à ce que je prenne, mais de nombreuses années plus tard, des postes différents où il a fallu accompagner la croissance des agences qu'on créait, et puis ensuite la direction générale, mais ça arrivera pas bien après, dans les années, après les années 2000. Est-ce que tu t'es dit tout de suite que tu allais rester très longtemps ou tu t'es dit, voilà, c'est peut-être juste un job là pour que j'apprenne mon métier et puis après, je vais faire peut-être autre chose. Je sais pas, quelle était un peu ta vision sur... Alors au début, je ne savais pas trop, pour être honnête, hein, puisque si on raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée... au printemps-été 1990, au tout début, ma maman m'appelle, je passais le bac à ce moment-là, hein, j'étais en plein examen, puis elle me dit si tu sais pas quoi faire juste après le bac, surtout tu viens nous aider. Donc je suis arrivé chez Proman en étant le fils qui doit aller aider ses parents dans une aventure qui débute et d'aller donner la main. Je savais pas ce que c'était que ce métier, j'en connaissais pas les contours, donc je suis pas arrivé avec cette envie de dire je vais y rester. Par contre, j'ai découvert un métier passionnant, comme je te le disais, pas simple, parce que c'est un métier qui est pas simple, où on aime ou on n'aime pas, où on a une fibre pour le faire. Et pour répondre à ta question, je me voyais bien, moi, rester chez Proman au bout de quelques mois, parce que on comprenait comment on allait pouvoir s'épanouir. C'était difficile et je
je pense que je devais rester aux côtés de mes parents pour pouvoir les aider et accomplir ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est-à-dire réussir cette histoire. Le seul petit truc qui me chagrinait à l'époque, c'était de me dire, mais Roland, tu n'as connu que ça, c'est-à-dire que tu travailles en famille, tu es rentré chez Proman, Proman, c'est pas simple, mais ça se développe petit à petit, et si ça continue comme ça, tu n'auras connu que ça. C'est pourquoi, courant 95, avec Laure, la mère de mes enfants, on a décidé de partir quelques mois au bout du monde et on est allé en Nouvelle-Calédonie. Et là, je me suis ouvert une parenthèse de 8 mois, 8-9 mois, et au bout du monde, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et puis en 95, on n'avait pas les mêmes méthodes de communication, Skype n'existait pas, donc on avait des cartes pour les cabines téléphoniques. Donc il y avait une véritable coupure. Il y avait une véritable coupure avec la famille et le pays d'origine. Et là, j'ai passé 9-10 mois à vivre, à trouver un job, à vivre une autre expérience loin de tout. C'est différente de celle que j'avais commencée juste à la sortie de l'école, en l'occurrence du bac. Bon, tu n'as pas choisi la pire destination. Hein. Elle est superbe, cet endroit est superbe. Alors pourquoi du coup la Nouvelle-Calédonie ? Parce qu'on avait des amis et qu'on rêvait de voir des paysages magiques et puis on n'a pas été déçus parce que c'est vraiment le Caillou, comme on dit, est vraiment une île très grande et très très belle. Et moi, je me suis régalé parce qu'on a découvert toutes les îles Loyauté, on a découvert la Grande Terre, on a découvert le Vanuatu qui était à côté. Et puis moi, pendant ce temps-là, pendant ces 9 ou 10 mois, évidemment, on n'avait pas d'argent, donc on bossait, on n'y allait pas pour ne pas travailler, on y allait pour une vraie expérience de quelques mois. J'ai trouvé un job, je vendais des alarmes et des extincteurs. C'était un job, je l'ai saisi immédiatement parce qu'on m'a donné une voiture. Alors à être sur place et avoir un véhicule de fonction, c'était génial pour moi. Et cette voiture, elle nous a permis de découvrir toute la Grande Terre et je partais, à l'époque et aujourd'hui encore, j'imagine, on disait qu'on allait en brousse. Dès qu'on quittait Nouméa, on allait en brousse. Et je me souviens de dire à mes parents, à l'écrit ou à l'oral au téléphone, bon, lundi, je pars pour faire ma première tournée en brousse et je partais avec mon véhicule, je partais avec mes alarmes et mes extincteurs pour essayer de les vendre. Donc c'était l'aventure un petit peu. Donc après, retour en France, enfin retour dans le sud pour continuer chez Proman. Alors là, je reviens avec Laure, avec une envie décuplée, parce qu'il s'est passé quelque chose, on a eu cette expérience, on était très content de l'avoir, moi également, et puis on a vu autre chose, des nouveaux paysages. Je crois qu'on s'est un peu ouvert l'esprit. Je reviens en France avec une envie très très forte de réintégrer Proman, et puis très forte aussi de le développer avec plein de nouvelles idées. Et puis on se met à bosser. Proman à l'époque doit avoir 10-12 agences. Hein, on est passé en 90 jusqu'en 96, on doit avoir 10-12 agences. Et puis on va se mettre derrière mon père et puis avec tous les collaborateurs que l'on a, à créer des agences. On a créé beaucoup d'agences. Et à acheter au passage des entreprises qui souhaitent nous rejoindre. Et c'est comme ça que l'aventure Proman commence et qu'on va se déployer continue plus exactement, parce qu'elle a commencé il y a un petit moment. Et on commence à se déployer sur tout le territoire français. Alors aujourd'hui, vous êtes une très très grosse entreprise, hein, donc comme on a dit au tout début, vous êtes le 4e acteur européen dans le travail temporaire. Vous faites un chiffre d'affaires de presque 3 milliards, c'est ça ? C'est juste. C'est énorme. Vous avez donc à peu près 2600 collaborateurs, 400 agences en France, 660 dans le monde. Bon, bref, les chiffres sont juste impressionnants. Est-ce que tu t'en souviens du moment où tout a basculé, où il y a eu un peu le déclic, où tu t'es dit la boîte, elle va devenir énorme, où ça s'est fait progressivement et vous étiez pas très étonné d'en arriver là? Alors, il y a eu plusieurs phases dans l'entreprise. Il y a eu la phase du début où c'était très difficile, qui a duré 4-5 ans. Hein. Puis après, il y a eu sans cesse de l'accélération. Et c'est vrai que dans les années 2000, on a senti qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait une accélération un petit peu plus forte. On voyait qu'on avait trouvé un rythme de croisière, on avait trouvé une méthodologie. Et là, on a commencé à se dire, on peut aller loin. S'il y a un moment où ça cliquette, c'est peut-être à ce moment-là. Mais pour autant,
chaque année, à partir de ces années-là, notre croissance nous a porté. Et on était dans un mouvement de croissance régulier. Et la croissance amène de la croissance, l'énergie amène de l'énergie, enfin ça allait très très vite. Donc pour en arriver aux chiffres que tu as dit, et c'est vrai que quand on raconte l'histoire avec l'ouverture de la première agence avec mes parents dans un tout petit local à Manosque, et c'est presque 3 milliards que l'on aurait dû réaliser en 2020, on a réalisé 2,7 milliards l'année dernière, et on visait un peu plus de 3 milliards cette année. Malheureusement, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais je crois que je peux m'avancer. Ça sera très compliqué de les réaliser au vu des nombreuses semaines que l'on vient de passer et qu'on passe encore, malheureusement. Mais oui, c'est des chiffres qui font un peu, non pas tourner la tête, parce qu'on est des gens de bon sens et on est des bons paysans des Alpes de Haute-Provence, mais on est très fiers, très clairement, d'avoir réalisé tout ça en l'espace de 30 ans. On est très fiers parce qu'on ne l'a pas réalisé tout seul, évidemment. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. On est dans un métier de service et on a avec nous des équipes qui sont juste magiques, juste énormes, de différentes générations. Hein. Les premières équipes des années 90 sont toujours là ou parties à la retraite. Et puis on a la chance d'avoir à nos côtés des hommes et des femmes qui partagent l'envie d'entreprendre et qui partagent nos valeurs d'une entreprise familiale, qui tient sa parole, qui tient ses engagements, qui avance, qui a un mode opératoire qui est simple, mais très efficace, qui a des process, mais qui laisse de l'autonomie. En gros, on a réussi tout ça avec beaucoup de personnes, et on en est très fiers. Voilà, c'est ça que notre plus grande fierté. Derrière les 3 milliards, il y a tellement d'histoires à raconter qui nous font chaud au cœur, en gros. Mm. Et effectivement, tu parles de cette entreprise familiale avec des valeurs très humaines. Et bon, moi-même, j'en fais partie d'une entreprise familiale, donc je vois tout à fait ce que tu dis. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs, on en a parlé aussi avec Nicolas Ruth, qui est également de chez Durance, donc d'une entreprise transmise aussi par son papa. Mais quand on regarde un peu les stats des entreprises familiales, c'est vrai que par rapport à l'Allemagne, il y en a beaucoup plus. Et pourtant, les entreprises familiales sont très très stables. Enfin, comme tu l'as évoqué, il y a beaucoup d'avantages. Alors, pourquoi tu crois que, par rapport à l'Allemagne, en tout cas, que ça marche moins bien en France, que ça perdure pas? Je crois que le tissu des entreprises économiques est différent. Tu prends l'exemple de l'Allemagne, je crois qu'on a un gros déficit, nous en France, je ne suis pas un grand spécialiste, mais notamment des ETI, les belles entreprises familiales de taille intermédiaire, il y en a beaucoup moins en France qu'en Allemagne. Pourquoi ? On peut se poser la question. Beaucoup disent que notamment l'organisation administrative et la pression peut-être fiscale ou d'autres pressions font en sorte qu'on arrive moins à s'épanouir et que ces sociétés familiales ont du mal à devenir de belles ETI. Pourquoi elles ont du mal à devenir de belles ETI ? Et pire, parfois, quand on est une très belle ETI, on n'arrive pas à garder le capital, voire on est obligé de s'en délester et de la vendre. Je crois que ces dernières années, de nombreuses entreprises françaises, des beaux fleurons de l'industrie, sont passées sous pavillon, industrie ou du service, sont passées sous pavillon étranger parce que les générations d'après n'arrivaient plus à tenir. Est-ce qu'elles n'en avaient pas envie ou est-ce qu'elles n'y arrivaient pas ou est-ce qu'elles n'avaient pas toute l'aide nécessaire pour le faire ? En tout cas, le constat est là. Il y en a moins. Donc forcément, il y a quelque chose qui marche moins bien de notre côté que de l'autre côté du Rhin. Alors, ce dernier temps, effectivement, tu l'as évoqué, vous avez fait beaucoup de croissance externe, notamment aux États-Unis, avec plusieurs entreprises là-bas, récemment au Benelux. Comment vous faites pour intégrer la nouvelle culture de ces entreprises ? Comment vous les intégrez dans le groupe familial ? Et est-ce que vous arrivez à faire ça de manière très smooth, on va dire, ou ça crée des fois des clashs culturels en tout cas ? Alors globalement, on a de la chance, ça s'est toujours bien passé. Comment on fait ? On a déjà un dénominateur commun que l'on retrouve quasiment sur toutes nos implantations à l'étranger, c'est que l'on cherche
à trouver des sociétés qui nous ressemblent, qui ont un ADN qui est commun. Et cet ADN, c'est quoi? C'est en général une famille qui a créé l'entreprise de travail temporaire, qui la dirige et qui, à un moment donné de son histoire, cherche à se raccrocher à une entreprise plus grande, mais qui va assurer la pérennité de ses collaborateurs et de son modèle. Et c'est comme ça qu'on a fait en Angleterre, en Belgique. Et à chaque fois, derrière le nom d'une entreprise, on a l'histoire d'une famille. Donc en Angleterre, c'est la famille Gorton. En Belgique, c'est la famille... le maître, pardon, j'avais un trou. Et aux États-Unis, c'est les Schubert et ainsi de suite. Donc, si tu veux, on cherche à chaque fois des entreprises qui vont bien, qui ont des valeurs qui nous ressemblent et qui n'ont pas la même culture, hein, puisque forcément, c'est pas forcément la même chose. Mais on essaie de trouver des sociétés sur lesquelles il ne faut pas changer beaucoup de choses et sur lesquelles le métier s'exécute de manière parfois différente, mais sur les valeurs humaines, on est vraiment raccord. Voilà. Et globalement, ça marche. On a juste eu un petit écueil où on a un sentiment pas aussi satisfaisant qu'ailleurs. C'est dans un pays pas très grand ou dans une région en particulier. Je crois qu'on n'a pas très bien compris la culture. Pourtant, je ne crois pas qu'on ait été maladroit, mais la greffe a un peu plus de mal à prendre. Voilà. C'est la Suisse en l'occurrence. C'est notamment une partie, c'est dans le Jura suisse où c'est un peu plus compliqué pour nous. Ok. Comment vous vous faites accompagner par une banque d'affaires dans ces acquisitions? Ça dépend. Ça dépend. On a bien souvent, on a des gens qui sont venus à nous. Alors via des intermédiaires ou pas, parfois directement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, notamment pour les acquisitions en France ou à l'étranger, si je me mets dans la peau d'un entrepreneur de travail temporaire qui décide de céder parce qu'il n'a pas de succession ou parce que c'est son choix, et qu'il fait très attention aux valeurs et à la société qui va reprendre les rênes de son entreprise, c'est 20 ans de travail par exemple, il n'y a pas 36 000 acteurs qui sont susceptibles de le réaliser. On est sans doute un des acteurs les plus importants, avec un accès relativement facile, très clairement identifié. Il suffit d'appeler un des Gomez pour très rapidement avoir un contact et savoir si ça peut matcher. Si je peux continuer, mais il y a juste, pour répondre à ta question plus précisément, les banques d'affaires, les cabinets d'audit, etc., on utilise en fonction parfois des petits cabinets locaux ou alors des banques d'affaires ou bien des auditeurs de référence plus importantes. On s'adapte un petit peu à la situation et aux habitudes de la cible que nous avons en face de nous. Vous avez-vous été tenté de vendre ou avoir eu une proposition d'achat? On en a eu des gens qui nous ont interpellés, des gens qui nous ont parlé. Aujourd'hui, on n'est absolument pas à vendre, évidemment. Le parcours que l'on fait le prouve. On est bien au contraire à l'acquisition ou au partenariat, en France ou à l'étranger. Comme tu le sais, j'ai 47 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai l'intention de m'épanouir longtemps. J'ai derrière des enfants qui viendront ou qui viendront pas. Mais en tout cas, Roland, il a un prénom qui pourrait le prédestiner, mais je sais pas, on le laissera choisir. On le laissera choisir. Mais oui, même s'il y a quelques années, et il y a des gens qui nous tournent autour, et encore parfois en ce moment, non, on n'est absolument pas à vendre aujourd'hui, ni quoi que ce soit. On a une petite expérience dans notre vie. En 2007, nous avons fait rentrer le Crédit Agricole, cette fameuse banque historique, au capital de Proman à hauteur de 9%. Donc c'est un moment important qui était à un moment de notre vie sans doute nécessaire et qui s'est très très bien passé. Et 4 ans et demi après, ma famille a racheté les 9% au Crédit Agricole pour redevenir à 100% propriétaire du capital. Voilà. Donc on a déjà eu une petite expérience à ce sujet, mais alors vraiment avec notre banque historique, le Crédit Agricole, avec lequel il y avait de la bienveillance de leur part, une équipe que l'on connaissait très très bien. Et puis l'histoire a voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on reprenne la totalité. Pour revenir à ces acquisitions externes, qu'est-ce que tu apprends le plus? Enfin, qu'est-ce qui te fascine le plus un peu dans ce côté international?
à chaque fois, on découvre, on en a vu, mais c'est la spécificité, c'est les différences culturelles et les différences d'hommes, entre guillemets. On découvre des gens passionnants, on découvre des situations passionnantes. Sur le métier, on apprend aussi pas mal de choses, des méthodologies différentes, mais honnêtement, rien d'extraordinaire. Parce que le métier, même s'il est différent en fonction des législations, en fonction de certains critères, non, ce qui est très intéressant, c'est de rencontrer des familles et des histoires humaines. Voilà, là, on est très heureux. Et des collaborateurs, bien sûr, qui partagent l'envie de bien faire. Et là, on s'enrichit. C'est-à-dire que c'est génial. J'étais il y a 15 jours aux Pays-Bas et en Belgique. Ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas déplacé. Ça fait un bien fou de voir les équipes, ça fait un bien fou d'aller dans les agences. Déjà, tu as pu y aller parce que nous, on se fait annuler tous les vols à tour de bras. Alors. Ouais, ben moi j'ai eu alors pour tout te dire, quand on est dans un aéroport en ce moment, on se rend compte que on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que l'aéroport de Bruxelles ou celui d'Amsterdam, qui sont des gros, ils étaient quasiment vides, ou en tout cas ils étaient sous-exploités, peut-être sans doute à 20-25%, alors qu'on a l'habitude de les voir grouillants de monde, avec des avions qui partent dans tous les sens. Là, c'était pas le cas. Là, ça fait retoucher du doigt que l'on a vécu et que l'on est en train de vivre quelque chose de sans doute un peu compliqué, et que les prochaines étapes, il va falloir être très très vigilant. Alors, parlons justement de ces choses un peu moins drôles que la création de Proman et le succès. Alors, comment vous avez vécu effectivement cette période qui a laissé peut-être des traces et qui va encore laisser des traces sur vous, sur plusieurs entreprises, sur l'économie mondiale? Comment vous rebondissez? On l'a vécu sans doute comme beaucoup d'entre nous à 2 niveaux, personnellement et professionnellement. Je crois qu'on l'a vécu avec une grande brutalité. C'est-à-dire que dans notre business, par exemple, en l'espace de 3 jours, c'est-à-dire la semaine du confinement, tout s'est accéléré et on a perdu quasiment 70% de notre activité. C'est-à-dire que en l'espace de 3-4 jours, il y a quasiment 40 000 personnes qui travaillaient chez Proman qui se sont retrouvées sans emploi à la maison parce que les entreprises avaient fermé ou parce que les entreprises se repliaient, etc. On m'aurait dit ça quelques mois auparavant, j'aurais dit non, ça c'est pas possible, pas dans ces proportions-là. Et puis pas dans ces proportions-là, pas dans tous les pays, c'était juste un petit peu catastrophique entre guillemets. Donc les 2-3 premières semaines, on s'affaire à gérer tout, à mettre nos collaborateurs, à les protéger, à prendre toutes les dispositions. Donc il y a beaucoup d'énergie. Je crois que c'est juste après où c'est un peu compliqué. C'est quand ça s'arrête, pendant quelques semaines, on était dans une situation d'attentisme total, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce que les entreprises sont fermées. Donc on a vécu ça comme tout le monde, avec de l'anxiété. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On a repris petit à petit des couleurs en termes d'activité, notamment avec un bond à partir du déconfinement. Et petit à petit, on reprend des niveaux d'activité qui tendent à nous amener vers des choses acceptables. Mais on sent bien que cet arrêt sur image qu'il y a eu va laisser des traces. Il va laisser des traces dans l'économie, il va laisser des traces dans les mentalités. Voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait pour le gérer. C'était assez inédit, moi je n'avais pas de repères. On est très attaché à nos équipes, donc on les a préservées au mieux, à tous les niveaux. Voilà, maintenant il faut qu'on regarde vers l'avenir, on avance et on est très positif parce que même si on sait qu'on ne fera pas nos objectifs, ça s'est plié, même si on sait qu'on fera sans doute moins bien que l'année dernière, et ça c'était chez nous, c'est complètement inhabituel, toutes nos actions d'aujourd'hui vont porter leurs fruits et puis on remonte. On est dans un secteur ultra concurrentiel, le travail temporaire, donc il faut qu'on fasse la différence, et la différence on l'a fait notamment grâce à la manière dont on a passé ces mois et à la manière dont on va rebondir. Moi je suis très attentif et très impatient de découvrir mois après mois, trimestre après trimestre, notre énergie et comment elle se concrétise dans les faits. Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres, meilleurs dans la résistance à la difficulté et meilleurs dans le rebond après un moment compliqué comme celui-là?
Alors, tu prends la direction générale de Proman à quelle année? Officiellement, je crois que c'est en 2007, mais Donc, ça là, faisait un peu plus de 10 ans que tu étais plus dans que la ça, boîte. plus que ça, 17 ans 17 depuis le ans. début. Ouais. Euh, et puis, mon père, qui est encore très présent dans l'entreprise, a pris un recul très significatif depuis 3-4 ans, hein, avec des fonctions, voilà. Mais ça s'est fait un petit peu comme tu disais. Est-ce qu'à un moment donné, ça a cliqué? Tout à l'heure, tu me demandais, est-ce qu'à un moment donné, tu as vu un truc où tu as compris que ça allait aller loin et haut? La transmission entre mon père et moi s'est effectuée, je dirais presque naturellement. Donc, étant donné que on se connaît, ça s'est fait un peu naturellement au fil de l'eau. Et je l'en remercie parce que c'est pas toujours très évident dans une entreprise familiale que la passation se fasse bien. Je dis pas que de temps en temps on n'est pas toujours, on n'est pas d'accord sur tout, mais globalement il m'a laissé une autonomie maximum. Et puis cette bienveillance qu'on a dans notre famille, qui est la clé de la réussite, je crois, hein. Cette confiance que l'on a et que l'on donne aussi à nos collaborateurs et à tout ce qui nous entoure, cette bienveillance, ce respect de la chose, ce respect de la parole, essayer d'être exemplaire dans le travail, dans l'engagement. Bon, voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et d'essayer de rendre, comme n'importe quel minot, comme on dirait, d'essayer de rendre mes parents fiers de ce que je fais et ma famille fière de ce que j'essaye de faire, tout en les protégeant. Il y a ma famille de sang, on a bien compris, puis il y a ma famille de cœur, c'est tous les collaborateurs Proman. Quelqu'un qui est chez Proman, il peut compter sur la famille Gomez et il peut compter sur la famille Proman, mais au sens, ça c'est pas des mots. On est là pour les accompagner dans leur vie professionnelle, par évidence, mais aussi leur vie personnelle. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler pour nous dire voilà, c'est pas facile et ils peuvent compter sur nous. Je crois que c'est aussi ça un peu l'entreprise familiale. Donc on essaye de l'être. Tu parlais justement de ton papa. Est-ce qu'il y a eu des moments, parce que c'est vrai que dans une entreprise familiale, on a aussi tendance à amener le boulot pendant les repas familiaux. Voilà, tout se confond peut-être, où il y en a certains qui arrivent à bien mettre les barrières, des règles, etc. Il y a eu des moments où ça allait moins bien avec ton père. Est-ce que vous arriviez à respecter la vie privée et boulot Alors tu as raison, il y a beaucoup de repas du dimanche, les fameux repas en famille le dimanche, qui se sont souvent transformés en réunions. Et puis en général, on parle rarement des réussites ou des choses positives de la semaine passée, mais plutôt on ramène les problèmes. Donc, c'est vrai. En plus, il y avait ta maman aussi. Donc, et il y avait ma maman. Tiens, ma maman a mille et une qualités, mais là, c'était parfois la première à ramener les problèmes de la semaine le dimanche. Et souvent, on se disait, mais tu sais, entre maintenant et demain, 6 heures du matin, il ne va rien se passer, quoi. Donc, on peut peut-être éviter de reparler de ce qu'on parlait vendredi soir, etc. Non, je crois que pour que ça marche... mais je la comprends, moi, je fais pareil. Ben oui, et on fait tous pareil. On a envie, mais il y a des règles. Nous, les règles, elles ne sont pas forcément écrites. On n'a pas un bouquin, on n'a pas des règles qu'on a gravées dans le marbre, en famille, en disant, etc. Mais je crois qu'on a beaucoup de choses tacites entre nous. Et c'est beaucoup de bon sens. Et si ça tient, c'est parce qu'on les applique. Et notamment ça, de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a chaque chose en son temps. Et je crois que je sais... que mon père sait parler à son collaborateur quand je suis un collaborateur, et je le suis, et je sais parler à mon père quand je parle à mon papa, et pas forcément à mon grand patron, entre guillemets. Donc ça, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. C'est-à-dire qu'on peut, et je l'illustre moi aussi au quotidien, j'ai des collaborateurs qui sont des amis. Mais on n'a pas la même casquette quand on est au barbecue du dimanche ou quand on est le mardi en réunion. L'idée, c'est de ne pas tout mélanger. Donc, voilà. Donc, moi, je crois qu'on n'y arrive pas trop mal. Pour ma part, j'essaye de le faire parce que c'est pas facile non plus. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ok, très bien. Écoute, on va passer aux questions plus perso de la fin.
Alors, comment tu progresses? Est-ce que tu aurais des outils pratiques que tu utilises peut-être quotidiennement qui t'ont permis de progresser personnellement, de faire progresser peut-être ton équipe? Voilà, est-ce que tu aurais des choses Moi, j'essaye de progresser en prenant un peu de hauteur sur les choses et ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps de partir 2, 3 jours pour m'isoler et mettre mes idées en place, comme je dis. Donc, c'est ma petite méthode à moi pour y voir parfois un peu plus clair. Après, j'ai une méthode qui est souvent basique. Je fais souvent référence au bon sens. C'est-à-dire que euh, en fait, j'essaye d'allier chez Proman deux axes. Deux axes qui sont pas toujours très faciles à faire cohabiter. Le premier, c'est euh, l'innovation, être toujours décalé, être toujours en pointe sur tout un tas de sujets, phosphorer dans tous les sens, etc. Être innovant sur plein de choses, aller chercher des idées, quitte à prendre des risques et se planter. Euh, Apparaître comme un acteur toujours un peu touchy, un peu sexy, hein, qui amène de la fraîcheur dans le métier, à la fois auprès de ses clients et de ses collaborateurs intérimaires. Et je fais très attention aussi à ce que l'on ne se fasse pas, euh, que l'on garde bien nos valeurs familiales, c'est-à-dire le bon sens, c'est-à-dire que tout ce qui est trop innovant en termes de management, les choses dans lesquelles je ne me sens pas très à l'aise, et pour autant d'autres se sentent très à l'aise avec, euh, je veux bien garder notre fibre de grande entreprise, et on en est fier, mais avec une mentalité et une fibre qui tient plus de la grosse PME familiale et régionale. Voilà, donc je fais attention à ça. Après, non, j'ai pas d'outils particuliers. Je suis pas très, je le fais beaucoup au feeling. Est-ce que, donc, je sais pas, j'imagine que tu travailles beaucoup, mais peut-être pas, tu me diras. Mais est-ce que tu arrives à avoir un équilibre dans ta vie pro, enfin perso? Voilà, tu arrives à prendre des vacances de manière raisonnable, de voir tes enfants beaucoup, voilà. Comment tu t'organises un peu pour... C'est des bonnes questions, ça, parce que quand on réussit ça, on a tout réussi avec le reste, mais c'est pas toujours très évident. Est-ce que je travaille beaucoup? Oui, oui, on a toujours beaucoup travaillé. On croit que c'est une des clés de la réussite, et puis c'est aussi de l'exemplarité. Euh, à 47 ans, je prends un peu plus de vacances qu'à 30. Je prends 2 à 3 semaines par année. J'essaye de prendre du temps avec mes enfants. C'est ma valeur essentielle. Ils ont quel âge tes enfants, excuse-moi? Alors, Roland aura 19 ans dans quelques jours, Jean en a 16 et Paul a 12 ans. Voilà, donc j'ai 3 petits garçons, enfin j'ai 3 garçons, pas que petits. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression de jamais passer assez de temps avec eux et ça va très vite. Je me revois parler comme ce que l'on a entendu et on entendra encore. Le temps passe très très vite, donc j'essaye de passer un maximum de temps avec eux et puis d'allier tout ça. La réussite professionnelle, elle se quantifie, hein, elle peut se quantifier. La réussite personnelle, chacun l'apprécie comme il veut. C'est pas toujours très évident d'arriver à allier les deux. On fait du mieux qu'on peut, là encore. Quel est le plus grand plaisir dans la vie? Ouais, tu m'avais pas dit qu'il y avait des questions comme ça, donc moi je vais te Après- reparler de Proman. Et je... Non, après, s'il y a Non. des questions Non, auxquelles tu veux pas forcément non, répondre. je y a plaisante, pas de Mia. problème. Je plaisante. On a, mais là je te parle un petit peu à livre ouvert, on n'a pas de passion, mon père et moi, si je fais référence aux 2 principaux Roland, et c'est un de nos inconvénients, une de nos difficultés, c'est qu'on n'a pas de passion. Mon plus grand plaisir, il y en a un, c'est partager du temps avec mes enfants. Bon, jusque-là, tout va bien, et c'est normal, mais je suis un papa qualifié plutôt de papa gâteau, enfin d'un papa poule, plus exactement. Mais pour autant, moi, j'ai pas l'impression de l'être. Donc, on a toujours cette petite voix de culpabilité qui dit, mais tu sais, ça passe vite et voilà. Et puis, mon plaisir, c'est de faire réussir Proman. Mais pas de faire réussir Proman toujours au travers de l'économique. Tout à l'heure, on parlait de chiffres et c'est factuel. Bientôt 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2,7 milliards, c'est super.
Mais réussir Proman, c'est pas que ça. Réussir Proman, c'est se balader dans les agences et dans les couloirs et respirer une atmosphère. On se dit waouh, on a réussi à faire ça, même si c'est pas rose tous les jours. C'est recevoir des petits mots, des clins d'œil de nos équipes qui nous disent on est là. Mais on n'est pas là, on est là pour vous, on est là pour la famille, on est là pour les valeurs, tu peux compter sur nous, mais pas que pour faire du commerce et pour faire nos résultats, mais on est là pour t'aider. Et ça, c'est super. Voilà, donc ça, c'est des grands plaisirs. Et puis chaque fois qu'on a une victoire pour Proman, j'ai l'impression qu'on peut la porter tous ensemble, et ça, c'est mon plaisir. Voilà. Alors, il est un peu professionnel, mais ça tourne autour de ça. Une question plus par rapport au sud de la France. Donc, ce podcast s'appelle On dirait le Sud. Je suis totalement amoureuse de notre belle région. Et je voulais savoir, pour les entrepreneurs, bon, c'est très à la mode d'entreprendre en ce moment. Alors, est-ce que entreprendre dans le sud de la France, c'est facile, pas facile, versus donc la région parisienne où voilà, il y a peut-être un peu plus d'argent, un peu plus de fonds d'investissement, etc. Alors, moi, je crois que déjà, il y a plus de soleil. Donc ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a plus de fonds d'investissement, mais il y a plus de soleil. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Voilà, il y a beaucoup de soleil. Aujourd'hui, il fait très chaud. Non, mais on a franchement de la chance. Nous, on en est l'exemple type. En 1990, tu crées Proman, tu as la réussite. Les valeurs qu'on a dit tout à l'heure, ça se concrétise avec ta présence aujourd'hui à Manosque. Aujourd'hui, tu es au siège de Manosque. Malgré la dimension que l'on a prise, on a encore conservé toutes nos entités et notre siège principal. D'ailleurs, on en a qu'un, même si on a des unités délocalisées à Paris ou ailleurs, à Manosque. Donc, non, on peut réussir en province et plus particulièrement dans le sud. D'ailleurs, il faudrait faire encore plus de promotion pour notre belle région, et il y a plein d'unités rattachées au CCI ou autres qui œuvrent pour ça. Mais regarde, on a juste à côté de nous l'autoroute. Si tu veux que je t'emmène prendre l'avion, on aura à peine 45 minutes pour être dans le hall de celui de Marseille. Entre les deux, à 30 minutes, on sera dans un TGV pour partir à Paris. Donc, si je regarde mon nombril, la vallée de la Durance, c'est super pour entreprendre. Le plus compliqué, c'est d'avoir l'idée, l'énergie et de trouver le truc. Mais après, toutes les régions sont jolies pour entreprendre, vraisemblablement. Nous, on a la chance, et je le disais sous le ton de la plaisanterie, en plus d'avoir un art de vivre et un endroit pour élever nos enfants et pour mettre notre famille qui est merveilleux. Voilà. Mais sinon, la Bretagne, ça marche aussi. Et l'Aquitaine, c'est pas mal. Donc, voilà. Justement, pour parler des jeunes qui veulent se lancer, quels seraient les conseils que tu donnerais, par exemple à tes enfants ou peut-être plus objectivement à d'autres jeunes, ou des conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as démarré ta vie professionnelle? Je ne vais pas être peut-être hyper innovant, Mia, là-dessus, mais je vais te donner des conseils de bon sens, encore une fois. Quelqu'un qui veut se lancer ou qui veut... D'abord, il faut qu'il s'écoute. Comme tu le disais, il y en a qui veulent se lancer et ils ont envie de ça. Ça les démange. Mais surtout, il ne faut pas qu'ils se privent. Il faut surtout pas qu'ils se privent. Il y en a qui l'ont moins et qui se reconnaissent dans d'autres valeurs ou dans un autre projet. Faut pas qu'ils soient... c'est bien aussi, quoi. Donc, chacun doit trouver son chemin. Pour ceux qui veulent avancer, il faut qu'ils aient conscience d'un truc, parce que je crois que ça n'a pas changé. Et là, je ne vais pas être très sexy, mais il faut qu'ils aient le goût du travail. Tu réussis pas si tu travailles pas. N'attends pas la chance qui va venir te tendre la main. Au plus tu travailles, au plus tu auras de chance. Donc la valeur travail, qui est une valeur fondamentale dans ma famille et fondamentale dans mon entreprise, elle est essentielle et je crois qu'elle doit être et qu'elle est hyper importante et que personne ne l'oublie. La valeur travail, elle est belle. La valeur travail, elle te fait grandir. C'est là où tu vas passer beaucoup d'heures. Donc il faut que quelqu'un qui a un projet, qu'il n'oublie jamais, sauf s'il est vraiment ultra brillant, mais même là, j'en connais pas, qu'il va falloir travailler. Ensuite, il va falloir être organisé, sérieux, durable, et faire en sorte que ces points de repère, on les tienne dans la durée, parce qu'il va falloir recommencer, il va falloir prendre des claques, ça va pas être évident, il va falloir avoir du mental, voilà. Et puis quand on a ça, après il y a des petites règles. Moi je fais souvent référence, là je vais faire une règle un peu plus factuelle. Quel que soit le business qu'on fait, il va falloir vendre. Ok. Assure-toi quand tu vas vendre
d'avoir pris toutes les bonnes précautions pour que ton client, il te paye. C'est tout bête ce que je dis là, mais ça fait référence aussi un petit peu à la création de Proman. Comme tout entrepreneur à l'époque, il fallait amorcer la pompe, je l'ai dit tout à l'heure, Mia, et pour amorcer la pompe, tu essaies de prendre tout ce qui passe. Et à l'époque, on a oublié de nous payer un petit peu et c'est très embêtant, ça coince. Donc, d'avoir ce côté, d'avoir de l'énergie, puis avoir de la rationalité et notamment cette petite chose. Des fois, je parle à des entrepreneurs qui me disent c'est pas compte ce que tu dis, je vais regarder mon poste client. Mais récemment, ça m'est arrivé. Et plutôt les mecs qui sont dans des modèles start-up. Donc, ouais, mais regarde quand même. Et voilà. Bon, voilà. Et puis après, je crois que tout est possible à celui qui s'en donne les moyens, à celui qui y croit. Et qu'il sache déjà celui-là que même si tout est possible, il va en baver et qu'il risque de pleurer et qu'il risque de passer des moments difficiles. Il faudra qu'il ait cette capacité à les passer parce que mon expérience à moi, quand j'étais minot, ado et puis dans l'entreprise Proman, on aurait pu jeter l'éponge. Dans les années 92-93, on aurait pu jeter l'éponge. Moi, on en est persuadé. Quand on refait l'histoire, mon père le dit souvent. Et là, si on n'a pas la volonté et si on ne croit pas dans le projet, il faut passer. Voilà. Une petite anecdote, en 92-93, à l'époque, notre commissaire aux comptes, je crois, ou notre expert comptable, disait, et je les écoutais à mon papa et ma maman, là ça va être compliqué, hein. Si peut-être qu'il faudrait envisager d'arrêter. C'était il y a 27 ans, hein. Et il y a 27 ans, il y avait deux options, continuer ou arrêter d'après le comptable. Mes parents ont fait le choix que tu connais et c'est de continuer. Et on en est là. Et heureusement, ouais. Des fois il y a les moments de bons choix, quoi, hein. Et de se dire effectivement et s'accrocher. Mais c'est que tu parlais de cette notion de travail à laquelle je crois énormément aussi, mais j'ai l'impression que cette nouvelle génération avec hyper connectée, ultra connectée, où on voit que peut-être ça peut arriver un peu plus rapidement, que l'argent peut se gagner un peu plus facilement que à ton époque peut-être. Est-ce que ça te fait pas peur ou tu te dis pas il y a quelque chose qui s'est perdu ou... Alors peut-être Mia avec certains. Après pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que l'argent il peut se gagner un peu? Est-ce qu'on peut gagner sa vie un peu plus facilement aujourd'hui? Oui, dans certains secteurs peut-être, hein, certaines startups qui explosent ou certains modèles, enfin, mais dans la plupart des entreprises et des modèles que l'on connaît, ça se gagne pas comme ça, hein. Ça se gagne notamment parce qu'on va y mettre du travail. Moi, je suis d'accord avec toi. On a une certaine génération ici aujourd'hui qui peut dire, avant même de bosser comme un âne, de bosser beaucoup, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mes loisirs? Comment je vais organiser tout ce qui tourne autour? Nous, on le faisait pas forcément. On bossait beaucoup. Bon, moi, je ne vais pas abdiquer, hein. Je sais que ta question initiale, c'était quel est le conseil à un jeune entrepreneur? Le jeune entrepreneur, c'est bosser. Par contre, oui, si on veut faire de la réflexion sociologique, peut-être que la valeur travail s'émousse petit à petit pour certains d'entre nous. Alors, pour finir, quelle est ta plus grande source d'inspiration? Alors, peut-être que tu en as déjà parlé, peut-être c'est Proman ou ta famille. Ou... Là, c'est pareil, je vais parler avec le cœur et puis comme un fils. Ma plus grande source d'inspiration, c'est mon père et mes parents, mais mon père. Parce que en quelques instants, je t'ai raconté les débuts de Proman tout à l'heure, sans doute... sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais si la famille en est là au jour d'aujourd'hui, si Proman en est là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a un capitaine exemplaire et qu'on a un capitaine qui a su prendre les postures, des initiatives, des positions, des heures de travail, des nuits de travail, tout ce que l'on voudra, pour qu'on en soit là. Et c'est vrai que souvent,
et ça me dérange pas de le dire, sur des prises de décision, je me dis, quand il n'est pas là pour me conseiller, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Et j'ai pas du tout au contraire, je suis fier de pouvoir dire ça. Je dis qu'est-ce qu'il aurait fait. Des fois, je me dis là, il aurait fait une connerie, c'est possible. Là, c'est pour le chambrer. mais c'est vrai que sans aller chercher très 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 loin et sans il est d'une grande inspiration, mon papa. Il l'a été, il l'est encore. Donc c'est plutôt bien. Je lui rends hommage, tiens, avec ces quelques mots. Écoute, j'espère qu'il écoutera cet épisode parce que c'est très beau la façon dont tu parles de ta famille et de ton papa. Voilà, donc il faudra lui faire écouter parce qu'il sera très fier. Merci beaucoup. Écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie infiniment de ton temps. C'était absolument passionnant, encore une fois, très inspirant pour moi et j'espère que pour tous les auditeurs. Donc merci beaucoup, Roland. Merci infiniment, Mia. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que le podcast vous a plu. Alors laissez-moi un commentaire et une note 5 étoiles. C'est ce qui m'aide le plus pour remonter dans les classements et ainsi faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Merci, je vous embrasse et à bientôt pour un nouvel épisode.